Mesdames et messieurs, bonsoir et merci au 21e Forum de Bamako pour ce panel que j'ai le plaisir d'animer. Que viennent-ils faire dans la politique? Que font-ils dans le marigot politique alors qu'ils sont fortunés d'une manière générale? Ils ont des entreprises prospères, on les appelle les candidats indépendants et ils viennent dans le marigot politique pour faire de la politique. Pourquoi viennent-ils dans ce marigot politique? Voilà le thème de l'émission que je vous propose, avec deux invités. Monsieur Aliou Boubacar Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un homme d'affaires prospère, et vous êtes tenté par la chose politique. L'idée, c'est de vous demander pourquoi vous venez dans la scène politique, pourquoi vous venez dans ce marigot qui n'est pas le vôtre, pourquoi vous acceptez de rencontrer des caïmans qui ne sont pas de votre acabit. Et Alexis Kalambri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le deuxième invité pour deux raisons. D'abord parce que vous êtes journaliste, mais Mali Tribune, mais aussi parce que vous avez travaillé sur le sujet dans votre journal. Et nous allons aborder. La première question, Monsieur Aliou Boubacar Diallo, pourquoi vous venez dans le marigot politique, un marigot qui n'est pas le vôtre? Merci Serge. Voilà. Avant tout d'abord, je suis malien, je suis un citoyen malien. Je suis un entrepreneur depuis une trentaine d'années. En 2012, on a été confronté à une situation qui était du jamais vu au Mali. Où en 3 après-midi, on a perdu le contrôle de 3 régions. On s'est dit, écoutez, ça fait 52 ans d'indépendance. Après 52 ans d'indépendance, en 3 jours, on perd le contrôle de Kidal, de Gao et de Tombouctou. Ben, si ça continue comme ça, en fin de semaine, ou à la fin du mois ou à la fin de l'année, peut-être qu'on va perdre tout le Mali. Donc on s'est réunis avec un groupe de jeunes, d'intellectuels. On s'est dit comment on est arrivé là, en 2012, après 52 ans d'indépendance. Donc la conclusion, ça veut dire que ce qui était en charge de la chose publique ont failli, ont échoué. Ils sont expérimentés, ils sont devant la scène politique depuis longtemps, et en 52 ans, on perd 3 régions du Mali. Ils n'ont même pas réussi à sauvegarder l'intégrité et à préserver l'intégrité territoriale du pays. Je dis, écoutez, peut-être c'est le moment de faire appel à des nouveaux acteurs. Les anciens acteurs tels qu'on les a connus, pour nous, ils ont échoué, ils ont failli, parce que leur rôle premier pour nous était de préserver l'intégrité territoriale. Ils ont échoué, ils ont failli. Donc on s'est dit maintenant, il n'y a plus de limites. À partir du moment où nous sommes des citoyens maliens, nous sommes des patriotes, on aime ce pays, on veut préserver son intégrité territoriale. Donc il est temps maintenant qu'on s'engage en politique pour que plus jamais ça nous arrive. Donc c'était notre engagement politique en 2012. Alors Alexis Kalambri, l'idée c'est, est-ce que tu comprends ce qui se passe? 91, donc on ouvre les vannes du multipartisme, de la démocratie, foisonnement des partis politiques, de la presse libre, des radios. Il faut créer un parti politique, il faut prendre le pouvoir. Mais est-ce que toi, dans ton cheminement, tu comprends un peu la position de ces indépendants qui disent « nous ne créons pas de parti politique en tant que tel, mais nous allons faire de la politique ». Oui, en fait, je vais peut-être les catégoriser pour qu'on voit un peu. Je vois à peu près 3 sortes d'indépendants ou disons, de néophytes sur ce terrain politique. Vous avez les premiers, ceux que j'appelle un peu les opportunistes politiques. Vous avez des gens cadres supérieurs ayant occupé de hautes fonctions dans l'administration publique et qui, soit pour ne pas perdre les privilèges, soit pour ne pas aller en prison, se trouve un ancrage politique ou pensent à un moment donné qu'ils ont un destin national et vont sur ce chemin. On a à côté des porteurs de valises, certains qui ont été porteurs de valises pendant longtemps pour des chefs d'État
qui, à un moment donné, pensent que bon, c'est facile, eux-mêmes peuvent se lancer. Et puis, à peu près, il y a un peu comme le président Alou Diallo, il ne va pas nous l'avouer certainement, des gens qui ont réussi dans les business, qui sont fatigués de nourrir et de se faire peut-être même cornaquer un peu par les politiques, qui voient qu'ils continuent à financer mais il n'y a pas de résultat, qui se disent finalement, avec l'expertise qu'on a développée au niveau de nos entreprises, avec le relationnel que nous avons, pourquoi pas nous-mêmes? Et surtout avec un cheminement qui leur donne toute la légitimité. Donc, on a à peu près tout ce panel-là avec, oui, des arguments massifs du genre, ceux qui ont été là pendant tout ce temps n'ont pas souvent des résultats à faire valoir. Et ça leur donne assez d'arguments pour avancer sur ce terrain-là. Est-ce qu'on peut dire, Alexis, que l'arrivée sur la scène politique des indépendants symbolise l'échec des hommes politiques, de la classe politique? Oui. Ou une extension du domaine? Non, ça symbolise un peu l'échec. Ça ouvre le champ en même temps parce que oui, ça oblige à renouveler le discours politique, ça oblige à ouvrir le champ d'action parce que oui, le tout n'est plus, on voit arriver souvent des gens qui n'ont pas que des promesses à faire, qui prêchent par l'exemple, ayant réussi dans d'autres domaines. Mais en même temps, ça oblige ceux qui sont déjà, pour reprendre ton expression, dans le marigot depuis longtemps, qui n'ont fait que ça, à vouloir changer de langage parce que, oui, les gens sont fatigués des discours et des promesses, les gens sont fatigués de ce qu'on va faire sans jamais rien voir en retour. Mais l'avantage, c'est que, quelque part, pour les populations, le choix devient plus ouvert, plus large, et oui, ce n'est plus de gagner d'avance pour beaucoup. Monsieur Diallo, Boubacar Diallo, on ne parle pas à des ouvriers, à des collaborateurs dans une entreprise comme on parle à des électeurs. Ouais. Est-ce que ça vous a frappé, ça, en rentrant dans le monde politique? Quelle est la différence? Pour moi, vous payez les uns et les autres, si doivent vous élire. Bon, dans tous les cas, on sert les deux. Dans l'entreprise, on est au service de ses employés, et en politique, on cherche à être au service des Maliens. Donc, c'est ce que, en tout cas, moi, je cherche à développer depuis mon engagement politique avec la fondation que j'ai mis à côté. Je vais à la rencontre des Maliens, j'essaie de me rapprocher des Maliens, de bien comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien et d'essayer de mieux les servir. Donc, et là, sans contrepartie immédiate. Ça, c'est évident. Donc, mais une chose est certaine, l'entreprise et le monde politique, c'est différent. Donc, dans l'entreprise, on doit avoir des résultats pour continuer d'exister. Et en politique, même si tu n'as pas de résultats, il y en a qui sont là depuis 30 ans, ils n'ont pas de résultats, mais ils sont toujours sur la scène politique. Bon, donc, et ce que je vois aussi, les Maliens sont en demande de l'arrivée de nouveaux acteurs sur la scène politique. Pour preuve, notre première participation en 2018 sur 24 candidats où il y avait des grands premiers ministres, des anciens grands ministres, malgré les irrégularités constatées ça et là, malgré les tripatouillages, on a quand même été 3e. Ça veut dire quelque part que les Maliens sont à l'attente et à la recherche de ce type d'arrivée, de ce type de présence dans le champ politique. Donc ça, c'est très important. Donc à partir du moment où il y a une demande qui est là, nous cherchons à répondre à cette demande-là. Et les Maliens, pour le moment, je pense, je suis convaincu de ça, qu'ils ont compris que l'ancienne classe politique a échoué, et c'est pour ça qu'il y a une fracture sociale qui est là, il y a une rupture de confiance par rapport à l'État, et ils sont à la recherche et à la demande des nouveaux types de dirigeants qui puissent répondre le mieux possible à leurs demandes et à leurs attentes. C'est vrai qu'en 2018, vous étiez dans le tiercé gagnant. Absolument. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'aussi il y a un chef religieux qui a dit, mais voilà mon candidat?
Est-ce que ça n'a pas joué ça? Parce que votre parti n'était pas aussi structuré qu'un parti comme l'ADEMA, comme l'URD, je veux dire. Ils sont là, bien avant vous. On a été troisième pour plusieurs raisons, parce que le message était nouveau, ça répondait à l'attente des Maliens. On a pu syndiquer beaucoup de soutiens importants, on a pu retirer au régime en place des soutiens qui l'ont permis d'être élu au premier tour. Donc tout ça, ça fait partie aussi du champ politique. Donc on a quand même eu des soutiens importants, dont le shérif de Nioro que vous parlez, vous mentionnez, mais on a eu d'autres soutiens qui nous ont permis d'être classés troisième malgré leur tripatouillage. Et ce n'est pas en de si bons chemins qu'on va s'arrêter. Donc pour moi, on est là pour répondre aux attentes des Maliens. Cette demande est là et on est engagé. Il y a des jeunes autour de moi, des grands intellectuels, et on essaie d'avoir un programme cohérent pour que le Mali soit un vrai pays démocratique et pour que le potentiel du Mali puisse permettre aux Maliens de sortir, de s'affranchir de la pauvreté. Parce qu'il y a quand même un constat amer qui est là dans ce pays où on a un potentiel qui est très important, qui fait baver toutes les multinationales de la planète. Et étonnamment, nous avons une des populations les plus pauvres de la planète. Bon, donc l'explication, les Maliens commencent à comprendre que c'est la gouvernance qui n'est pas au rendez-vous et que sinon, ce n'est pas très compliqué que les Maliens puissent manger tous 3 fois par jour et qu'on puisse s'affranchir de la pauvreté et du chômage de masse qui menace nos jeunes. Donc en tout cas, ce message que nous avons lancé, ça a plu aux Maliens et puis on continue d'être sur le champ politique. Ce n'est pas demain la veille qu'on va quitter le champ politique. Alexis, une réaction à ça, à ce que dit M. Diallo? J'ai envie de lui demander, oui, vous parliez tout de suite de la gestion d'une entreprise. On planifie, on a des résultats, on s'attend aux résultats. Mais on investit en politique, on a des promesses, après on voit que les résultats ne sont pas là. Est-ce que ça ne rebute pas un peu l'homme d'affaires qui parvient à planifier, à avoir une vision et qui se retrouve sur un champ où la planification n'est pas toujours, ne donne pas les résultats qu'on attend toujours? Bon, vous savez, il y a beaucoup d'hommes politiques au Mali qui n'ont même pas de programme. Nous, au moins, on a un programme, on a une vision pour le Mali qui puisse permettre au Mali d'être un vrai pays démocratique et qui puisse nous permettre de se développer de manière durable. Et ce programme a été apprécié par les Maliens, ça a été apprécié par beaucoup de grands dirigeants du monde. J'ai été félicité par beaucoup de dirigeants pour ma campagne, pour mon programme et pour mon score dans les présidentielles passées. Donc je pense que les Maliens sont en attente vraiment d'un renouvellement de la classe politique. Ils sont fatigués, comme on le dit souvent en Bambara, Oumame Nasrallah. Donc ils veulent vraiment du nouveau, ils veulent en finir avec tous ces problèmes-là et nous essayons d'avoir un programme cohérent qui puisse répondre aux attentes des Maliens. Et pour le moment, je pense qu'on peut dire que ça plaît aux Maliens, l'arrivée des acteurs comme nous sur le champ politique. Mais votre programme, ce serait quoi? Votre programme, c'est quoi? Oui, justement, si vous permettez, Serge, c'est un peu ce que j'allais demander. La difficulté avec les indépendants souvent, c'est la lecture. On a l'impression, si on prend l'URD, on va dire c'est un peu la droite, l'ADEMA c'est la gauche. On a beaucoup de difficultés de lecture avec les indépendants, avec des gens de votre trempe. On a de la peine à vous classer sur un registre, mais également on voit de plus ou moins que ça grappille un peu partout, mais surtout ce qui fait peur dans le contexte malien, c'est un peu la différence qu'on ne fait pas entre le politique et le religieux, surtout dans votre cas. Est-ce que la démarcation est claire chez vous? Je vais vous dire une chose. À partir du moment où le pays même est menacé dans son existence, tout Malien, quel qu'il soit, entrepreneur, enseignant, shérif, leader religieux, je pense qu'il a son rôle à jouer pour que le pays reste indivisible. Donc on ne peut pas faire de barrières comme ça. Déjà, depuis l'indépendance, quand on regarde, on a eu 2 enseignants chefs d'État,
Bon, je ne crois pas qu'ils avaient aussi un monopole politique, hein, où il y avait une exclusivité pour faire de la politique. Donc ils viennent tous d'un corps de métier et après, pour l'amour de la patrie, ils s'engagent en politique. Je ne vois pas pourquoi on barrerait la route à des religieux sous prétexte qu'ils sont religieux. Nous sommes tous des Maliens. Si le pays disparaît, il disparaît pour nous tous. Si le pays est mal géré, il est mal géré pour nous tous. Chacun a un mot à dire, chacun a un rôle à jouer et chacun a son bulletin de vote. Donc à partir du moment où on fait cette analyse, nous sommes de ceux qui nous pensons que vraiment tous les Maliens ont un rôle à jouer donc, pour que le Mali soit un vrai pays démocratique. On ne peut pas faire de barrières. Ça, moi, je suis très opposé à ça. C'est moi qui pose des questions, Alexis, c'est pas toi. Est-ce que tu as travaillé sur deux autres, on peut dire, candidats indépendants? On parle beaucoup d'eux actuellement. Il y a M. Diallo, ça c'est évident, mais tu as également Mamadou Seydou Koulibaly, tu as fait des articles sur lui. Il y a Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre, qui n'a pas de parti politique propre à lui, qui peut être le mot hybride un peu à la mode, donc disons qu'ils sont hybrides aussi quand même quelque part les indépendants. Tu as travaillé sur ça, sur ces deux-là par exemple. Qu'est-ce qui les motive? Parce que je ne sens toujours pas ce qui les motive, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont du pognon, ils ont une vie plutôt bien remplie. Qu'est-ce qui les amène à cela? Oui, on peut le dire. Il y a que, à un certain moment donné, fatigués de décaisser pour les autres, certains se disent on a un projet où on a eu une vision qui nous permet de nous investir sur ce créneau-là. Il y a ceux qui, ayant été à certains niveaux, pensent que leur tour également est arrivé, mais en tout état de cause, oui, je pense que tout cela est arrivé parce que ceux qui ont été là, si vous vous souvenez, on a parlé des milliardaires de la démocratie. On a vu arriver certains qu'on a applaudis dans l'opposition, qu'on a vu avec toute la rigueur qui les caractérisait quand ils étaient dans des positions, mais qu'on n'a pas reconnu une fois au pouvoir. Il y a eu beaucoup de séquences comme ça où il y a une désaffection des Maliens vis-à-vis du politique, au point que je peux dire qu'il y a une sorte d'inversion. Autant les politiques sont accusés de duplicité, autant les électeurs le sont devenus. Parce que tous les candidats qui viennent vont être applaudis au même degré, vont être célébrés au même degré. On va jurer fidélité à tous ces gens sans le faire. Finalement, oui, on ne sait plus qui profite de qui dans les deux cas. Et ça, c'est arrivé depuis justement le fait qu'on a raté le coach, je pense, depuis 91. Alors, M. Diallo, quel est votre programme? Faites-nous rêver. Écoutez, donc, nous avons un programme pour que le Mali soit vraiment un pays plus qu'émergent, parce que nous pensons que nous disposons de potentiel qui peut permettre à ce pays de se développer de manière durable. J'aime prendre souvent l'exemple d'Abu Dhabi et de Cheikh Zayed, où quand il arrivait au pouvoir, il se nourrissait de pain sec et d'huile d'olive et de lait de chamel, parce qu'il a su faire la promotion du potentiel géologique de son pays, du potentiel minier, gazier, pétrolier de son pays, qui en 30 ans de gouvernance, mais il a pu créer deux paradis terrestres, Dubaï et Abu Dhabi, et à sa mort, il y avait 3700 milliards de dollars dans les fonds souverains, dans les caisses du fonds souverain d'Abu Dhabi. Et moi, le Mali, avec ses plus de 1 240 000 km², avec le potentiel minier, gazier, pétrolier que nous avons, nous pouvons vraiment créer de la valeur ajoutée et de la richesse et lever énormément d'argent sur les marchés financiers internationaux sans que ça soit de la dette, par de l'equity, et financer le développement durable de ces pays-là. Et on a un programme pour l'agriculture, pour l'éducation, pour la santé, pour les infrastructures, mais c'est sûr que le fondement de tout ça,
il faut lever de l'argent, le nerf de la bataille, il faut lever de l'argent sur les marchés financiers internationaux. Nous pourrons le faire sur la base du potentiel que nous avons. Je prends un petit exemple sur la base du permis de Bourakébourou que nous avons, qui fait à peu près 43 000 km², sur lesquels nous avons fait d'énormes travaux de recherche, où on a pu prouver vraiment l'existence du plus grand gisement d'hydrogène naturel au monde. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de découvertes dans le monde, mais le Mali est de plus avancé dans les travaux de recherche et de quantification des réserves. Et ma société aujourd'hui vaut plus de 10 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux et je suis sûr que ça c'est que le premier réservoir. Les autres réservoirs vont permettre à ces potentiels de se valoriser à des centaines de milliards. Bon, quand vous avez ça dans un pays, je suis convaincu que vous pouvez lever autant d'argent pour financer tous les secteurs de développement clés du pays. Il y a des pays comme Malaisie, il y a des pays comme l'Indonésie qui se sont aussi développés sur la base de certaines ressources. Et nous avons ces ressources qui sont là et qui sont les nôtres. Et nous pouvons vraiment les développer pour les mettre au profit des Maliens. Et nous avons un programme autour de ça. Et on a beaucoup d'intellectuels. Nous travaillons sur l'éducation également pour que l'école malienne soit vraiment une école qui forme pour l'emploi plutôt qu'il forme pour le chômage. Parce qu'aujourd'hui, les chômeurs de masse sortent massivement de nos écoles. Et ça, c'est vraiment malheureux, c'est déplorable. Et pour la santé également, l'organisation pyramidale de nos hôpitaux. Donc nous avons un vrai programme pour permettre vraiment aux Maliens de se soigner partout où ils sont. Et les infrastructures routières, c'est sûr, ce n'est pas parce qu'on sait faire des routes qu'on peut développer un pays. Il faut surtout lever de l'argent pour faire des routes. Et cet argent, on ne peut pas l'avoir par les voies classiques que nous connaissons, l'argent du contribuable malien ou les financements extérieurs. Par notre programme, nous avons la possibilité de lever énormément d'argent sur le potentiel malien qui est aujourd'hui certifié, avéré, et financer le développement durable de ces pays. Alors c'est très beau ce que vous dites, ouais. Mais quand les politiciens traditionnels vous considèrent parfois comme un ovni politique, un objet volant non identifié, vous rigolez, vous les chahutez, vous vous taisez, vous dites... Vous savez, quand les gens ne comprennent pas souvent, donc quand ils ne comprennent pas, pour eux c'est non identifié, c'est sûr. Donc... Candidat indépendant, ovni politique ou pas, Alexis? Oui, omnipolitique en ce sens que difficile à mettre dans un casier, mais également, comme je dis, avec cette capacité de renouveler le discours politique. Mais en même temps, je pense souvent limité aussi par, disons, les réseaux. Autant ils ont des réseaux, mais c'est en mode trop centralisé. Je pense que ça, c'est... Est-ce que ça, ce n'est pas limitatif de leur action, puisque, à la limite, tout part d'une personne à peu près. Alors, Yailo, vous voulez dire quelque chose? Oui, parce que tout à l'heure, il parlait de l'ancienne classe politique qui sont classés droite, gauche, des libéraux, avec l'arrivée des hommes d'affaires comme nous, on ne sait pas où on nous classait, où on est classé. Bon, pour nous, on a fait une réflexion vraiment dans notre parti sur ce sujet. On s'est dit maintenant, un pays comme le Mali, ce qui est le plus préoccupant pour nous tous, comment arriver à préserver l'intégrité territoriale de notre pays, comment lutter contre le terrorisme et comment lutter contre l'économie criminelle qui se développe dans notre pays. Et pour cela, nous ne sommes pas les seuls à être victimes de ça. Quelle stratégie, quelle politique, comment mutualiser nos moyens, nos réflexions avec nos voisins, avec d'autres partis politiques dans différents pays pour mieux lutter contre le terrorisme, mieux lutter contre l'économie criminelle et pour bien développer nos pays. Donc, pour cela, moi je pense qu'on n'a pas besoin d'être ni de gauche ni de droite. Il faut d'abord préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Et pour ça, on est en train de faire des alliances avec beaucoup de partis. Des fois, c'est des partis de droite, des fois, c'est des partis de gauche. Pour autant qu'on ait la même vision de lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité, contre le développement de l'économie criminelle. Donc, et ça, c'est très important. Alors, c'est une transition trouvée pour parler de la conquête du pouvoir. Comment un indépendant arrive démocratiquement à prendre le pouvoir?
Un homme d'affaires, je ne dis pas vous, mais généralement dans ce monde-là, on corrompt. Il y a la corruption, pas seulement là-bas. On en parle de corruption actuellement au Mali, dans d'autres domaines. Comment vous arrivez, quelle est votre stratégie de conquête du pouvoir? Notre stratégie de conquête du pouvoir, c'est d'abord d'essayer de répondre à l'attente des Maliens, par notre discours et par les actes que nous posons. Le fait d'avoir été entrepreneur, je le suis toujours d'ailleurs, ça m'a permis d'être quelqu'un de très pratique, pragmatique, réaliste. Je ne suis pas dans les promesses d'illusion, je ne suis pas dans des promesses que je ne pourrais pas tenir même en 2 mandats. Donc j'essaie d'aller à la rencontre des Maliens, de comprendre les difficultés auxquelles ils sont confrontés et je résous les problèmes tout de suite. C'est ce que j'ai fait avec ma fondation. On a pu donner de l'eau potable à plus de 400 000 Maliens. On continue de le faire. Et on fait nous-mêmes nos forages. On équipe ça avec des pompes solaires. On met des châteaux d'eau de 1000 mètres à 5000 mètres cubes. Et on arrive à donner de l'eau potable à beaucoup de Maliens. Donc on essaie d'être vraiment au service des Maliens. Et par là, montrer qu'on peut faire la politique autrement. Nous sommes différents de ceux qui vont dire si je suis élu, je fais ça, je fais ça, je fais ça. On essaie de faire avec le peu de moyens que nous avons. Ma fondation est financée par moi-même, donc on n'a pas de donateurs étrangers. Et pour le moment, on a construit beaucoup d'écoles, on a fait des centres de soins, on a fait des routes, on a fait des ponts, et on a fait beaucoup d'éclairage public. Et on est en train de donner de l'eau potable à beaucoup de Maliens. On apprend des femmes à faire du savon, on met des kits de production indépendants et on est en train de faire aussi du recyclage d'ordures dans certaines villes où les plastiques, on va les transformer en pavés et la partie organique, on fait du compost avec. Tout ça pour montrer qu'il y a une façon que même nos poubelles sont riches, peuvent rendre les Maliens riches, que le potentiel, ça va du sous-sol à ce qu'il y a sur terre et même nos poubelles. Parce que maintenant, on a même un nouveau programme avec les noix de mangue. Parce que le beurre de mangue est le beurre le plus recherché aujourd'hui dans la cosmétique. Et Dieu sait qu'il y a plus de millions de tonnes de noix de mangue qu'on jette dans nos poubelles. Donc on essaie de faire comprendre qu'au Mali, ici, on a tout. Même nos poubelles peuvent rendre des gens milliardaires. Donc c'est ce que nous essayons de développer auprès de nous. Et je pense que ça permet aussi de lutter un peu contre l'économie criminelle. Parce que tant qu'on n'aura pas trouvé la solution à ces chômeurs de masse, donc parce que c'est dans ça que creuse l'économie, puise l'économie criminelle, tant qu'on n'aura pas trouvé de solution à ça, mais ça va être les serpents qui se mordent la queue. Okay. Vous n'allez pas lui poser une question, c'est moi qui pose des questions. Oui. Donc, attendez que je vous pose la question, Alexis. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, toi qui travailles est-ce que tu retrouves la même stratégie de conquête du pouvoir chez d'autres indépendants? Non, en fait, vous l'avez dit, la présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme et son peuple. C'est De Gaulle qui le disait. Voilà. Tout le monde n'est pas De Gaulle. Voilà, mais comme tu l'as répété, je te répète. Alors, ça a disons, pour un indépendant, il y a une limite. Et le président l'a dit, c'est souvent l'incapacité d'avoir des représentants partout, avec ce que ça donne comme résultat. Parce que je cite Serge encore qui dit que le décompte est plus important que le vote ou un truc comme ça. Donc oui, la première difficulté pour les indépendants, c'est de pouvoir être représenté partout, de savoir qui le représente ailleurs. Souvent, on a vu les partis politiques donner des représentants pour des indépendants, avec naturellement ce que ça donne. Et l'autre aspect, c'est oui, en tout cas au départ, les premières expériences, le réveil est souvent brutal. Voilà. Nous avons nous aussi une petite expérience sur le sujet. Parce qu'en 2018, c'est vrai, le constat était là, on n'était pas présent partout. On était dans l'opposition, avec quelques formations de l'opposition, on a eu des réflexions, on s'est dit on va mutualiser nos moyens. Les bureaux où nous ne sommes pas présents, ils vont être là.
Mais c'était sans compter que si l'ancienne classe politique, qui soit de la majorité ou de l'opposition, si les deux se retrouvent dans les bureaux de vote, bon, le vote se fait à leur faveur. Donc ça il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Donc maintenant, nous avons implanté le parti dans toutes les régions du Mali, dans tous les cercles du Mali, et Inch'Allah, dans les prochaines élections, nous serons présents dans tous les bureaux. Est-ce que vous allez gérer, si vous prenez le pouvoir, M. Diallo, est-ce que vous allez gérer le Mali comme une entreprise? Vous savez, le Mali, c'est une grande entreprise, mais ce n'est pas une entreprise commerciale. C'est pas une entreprise commerciale. C'est une entreprise sociale, une entreprise commerciale, une entreprise sécuritaire, il y a tout. Donc, tu ne peux pas gérer un pays comme une entreprise qui va chercher du gain pour gain, alors que dans la politique, il y a du don pour don, il y a de la réciprocité, il y a des choses que tu fais sans contrepartie pour ton peuple. Donc, on va gérer le Mali comme le Mali le mérite, mais pas comme une entreprise commerciale. Là, un indépendant au pouvoir, tu vois ça comment, Alexis, au Mali? En fait, comme je l'ai dit, ça va dépendre de l'indépendant. Pour moi, un homme d'affaires, vous savez, il y a des pays, Singapour pour ne pas le citer, où même pour être simple ministre, il faut avoir fait ses preuves dans une entreprise. Pour moi, quelqu'un qui réussit... la première définition même du politique, c'est quelqu'un qui a réglé ses contradictions personnelles, primaires, et qui peut maintenant s'occuper des affaires de la cité. La politique, dans son sens noble, si à des gens qui n'ont pas le sens, disons, qui n'ont pas à se préoccuper de quoi je vais me nourrir demain, et qui peuvent se consacrer à la communauté. Donc oui, parmi les trois que j'ai cités, ceux qui ont fait leur preuve dans le business sont les mieux, à mon avis, qui peuvent, qui sont légitimement habilités, mais qui ont déjà, en tout cas, qui nous rassurent quant à la gestion de la chose publique, parce que ayant réussi et surtout ne pouvant pas être impressionné par ce qu'ils vont voir une fausse affaire. Est-ce que quand même les indépendants, d'une manière générale, qui font de la politique, est-ce qu'il ne manque pas de culture politique, à ton avis, Alexis? Encore une fois, quelqu'un qui a géré une entreprise a une culture politique. Vous savez, si vous regardez un peu la société, les sociétés de plus en plus s'inspirent des cultures d'entreprise pour, disons, extrapoler. Si vous voyez, par exemple, les Japonais qui ne font pas de grève, qui se mettent juste des brassards, des trucs, c'est des choses qu'on est en train de tenter d'extrapoler dans la société générale. Donc, il y a une culture d'entreprise maintenant qu'on veut, disons, mettre dans la société en général. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a des prérequis, il y a déjà des disponibilités. Sans leur donner un blanc-seing, on peut avoir un minimum de confiance par rapport aux autres, parce qu'une entreprise, c'est une culture qu'on instaure, c'est des méthodes, c'est des résultats. Ça permet déjà d'avoir les prérequis. Est-ce que je peux poser une question brutale? Soyez indulgents. Je vous en prie. Est-ce que vous ne confondrez pas demain, si vous êtes élu, ou si un autre indépendant est élu, est-ce que vous ne confondrez pas votre caisse à la caisse de l'État? Pas du tout. Pourquoi? Est-ce que vous allez démissionner de... Absolument, parce qu'on a prévu de créer un trust, voilà, dans lequel je vais transférer toutes mes actions et qui va être géré par un trustee indépendant. Et je démissionnerai de tous mes postes de PDG de toutes mes entreprises. Donc, et d'ailleurs, on est très avancé dans la création des trusts pour transférer toutes mes actions que je détiens dans toutes les compagnies, dans ces trusts-là, qui vont être gérés par un trustee indépendant composé de 3 personnes. Alexis, est-ce qu'il faut une loi pour ça, pour imposer ça aux indépendants, pour faire une dichotomie entre leur business et les affaires d'État, s'ils prennent le pouvoir? Oui, en fait, oui, il le faut, hein, il le faut dans beaucoup de cas. Bon, le président
Alou Diallo n'est pas un cas intéressant en la matière parce que il a un budget qui dépasse le budget national. Il gère des affaires. Parfois, il faut me faire des hommes politiques. Oui, il gère des affaires. Les hommes d'affaires, ils avancent des chiffres qui sont pas non, non, c'est pas. Mes sources ne sont pas lui. Donc, voilà. Donc, c'est pas un cas. Mais on a vu des hommes d'affaires venir et continuer. Ça, c'est juste quelqu'un qui a un business à côté, mais qui pense qu'en étant là, il peut booster ses affaires ou il peut faire des délits d'initiés. Bon, ça c'est quand on est dans certaines proportions, mais quand on est déjà, disons, multinational, ça va être difficile de caser, sauf à transférer tout le budget d'État. Donc oui, il y a une nécessité de mettre des règles et des principes en la matière de façon générale et détachée. Alors, avant de gouverner, il faut prendre le pouvoir, M. Diallo. Vous n'avez pas encore pris le pouvoir comme d'autres indépendants. J'aimerais bien savoir comment vous êtes organisé sur le plan politique. Est-ce que vous gouvernez? Est-ce que dans l'organigramme de votre structure, est-ce qu'on voit plus votre famille? Est-ce que c'est décentralisé? Quelle est la forme pyramidale de votre organisation? Bon, déjà, même les militants du parti qui sont là, il n'y a aucun membre de ma famille déjà. Bon, donc, dans l'organigramme de mon parti, ma famille n'est pas présente. Dans le comité exécutif, je suis le seul présent dans ma famille. Et mes enfants ne sont pas intéressés à la chose politique. Une bonne partie de mes enfants sont en dehors du Mali. Pour moi, c'est très important de séparer le patrimoine familial de l'État, du patrimoine de l'État et les affaires privées des affaires publiques. C'est très important pour moi et je me suis efforcé dans cet exercice-là depuis quelques années. Donc ça me pose de moins en moins de problèmes. Et cela étant, le Mali est ce qu'il est. On a un parti politique qui est là. Et ce parti politique, donc, il est présent dans toutes les régions du Mali et tous les cercles du Mali. On a un comité exécutif et on a des comités dans tous les quartiers du Mali, dans tous les hameaux, dans tous les villages. On a des sous-sections partout, on a des sections partout. Et le parti prend ses décisions au niveau des conférences nationales et au niveau du Congrès. Il y a un statut du parti, il est reconnu par l'administration territoriale et il y a un règlement intérieur dans le parti pour les modes de sélection, les modes de désignation des candidats, aussi bien dans les municipales, dans les législatives que dans les présidentielles. Donc c'est un parti qui fonctionne, il y a des pouvoirs qui sont donnés à quelques dirigeants du parti, mais c'est parce que les statuts l'ont voulu comme ça, parce que les règlements intérieurs l'ont voulu comme ça, mais ce n'est pas du tout familial. Il y a une démocratie, vous l'avez dit, à l'intérieur de votre structure. Absolument. Ouais. Alexis, une réaction? Oui, alors, encore une fois, la faiblesse des indépendants, c'est souvent le mode d'organisation. Il y a forcément un moment de tâtonnement, de balbutiement. On est ouvert à tout vent. On a vu souvent beaucoup de frustrés politiques venir. On a vu des gens pensant que... Enfin, on a vu des gens sachant que, bon, il y a à manger, si vous permettez l'expression, qui viennent parce qu'il y a un novice qui est enthousiaste et prêt à décaisser à chaque moment. Le réveil, pour beaucoup, est brutal la première fois, parce que les premières personnes à qui on fait confiance ne sont pas toujours les bonnes personnes. Je pense qu'il a dû vivre des expériences comme ça aussi. Mais ça nous permet d'apprendre. Oui, et de comprendre. Et le problème, c'est qu'on parle des indépendants, mais on parle des hommes d'affaires, mais on n'est pas forcément... On a eu des indépendants qui n'étaient pas hommes d'affaires, je veux dire, Tété. Mais vous êtes un homme d'affaires. Est-ce que vous êtes plus proche de Trump, qu'on a connu aux États-Unis, que de Patrice Talon, par exemple, du Bénin? Bon, moi, je ne me compare pas, je me compare ni à l'un ni à l'autre. J'aime mon pays, je suis un citoyen malien, je suis patriote, je pense que je peux donner une dimension internationale à mon pays, je peux lui permettre d'occuper un rang qui est mieux que ce qu'il occupe en ce moment au niveau
de l'économie mondiale et que le Mali peut être un pays qui va même jouer un rôle important dans la transition énergétique et qui peut être même l'un des plus grands fournisseurs européens d'hydrogène pour permettre à ces pays d'arriver à la neutralité carbone. Donc ça, ce n'est ni Talon ni Trump, parce que Trump était complètement opposé donc, à la transition énergétique, il n'y croyait même pas. Donc moi, on a notre originalité, on a notre vision pour le Mali, et nous pensons que nous pouvons permettre à ces pays de gagner très rapidement la bataille du développement durable avec des ressources qui sont les nôtres. Et avec des enfants, parce que la plus grande richesse que nous avons, c'est notre jeunesse, avec des enfants maliens qui sont bien formés, que nous commençons à attirer vers le parti et vers la chose publique. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, je ne me compare ni à l'un ni à l'autre, parce que mon pays est complètement différent. Donc, le créneau par lequel je compte aider le Mali à gagner sa bataille du développement durable, n'est pas le même créneau qu'utilisent l'un et l'autre. Et sur le plan de l'énergie, vous proposez quoi? Sur le plan de l'énergie, vous savez, le Mali aujourd'hui dispose par exemple de plus d'1 million de kilomètres carrés sur lesquels nous pouvons installer des PV, des photovoltaïques. Et avec le facteur vent intermittent, nous pouvons également avoir des éoliennes. Et j'ai du mal à comprendre même qu'il y ait des coupures d'électricité dans ce pays. Et ça, c'est déjà, on peut produire non seulement de l'électricité avec, on peut aussi produire de l'hydrogène vert avec par électrolyse de l'eau. Donc, les deux sont des sources d'énergie renouvelables. Et, sans oublier l'hydrogène naturel que nous avons ici. Donc, on peut dire que l'hydrogène naturel, ça ne fait pas longtemps qu'il est découvert, mais le soleil est là depuis l'éternité et puis ça restera toujours là. Bon, et depuis la nuit des temps, nous avons beaucoup de soleil et ce n'est pas utilisé. Et nous comptons vraiment utiliser toutes les possibilités d'énergie renouvelable que nous avons dans notre pays, que ce soit par l'hydrogène naturel, que ce soit par le facteur intermittent, le vent intermittent, l'éolien et le solaire, pour permettre au pays, au Mali, d'être un grand producteur d'électricité et d'hydrogène. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, qui produit beaucoup de pétrole, est en train d'investir 700 milliards de dollars dans la production d'hydrogène vert dans le Sahara saoudien. Et le Sahara malien, à mon avis, est beaucoup plus grand que la partie que l'Arabie Saoudite utilise pour la production d'hydrogène vert. Donc c'est pour ça, pour autant qu'on puisse arriver à avoir la sécurité, la paix et la stabilité dans ce pays, on peut transformer tous les grands déserts maliens en vaste zone de production d'énergie et en vaste zone de production d'hydrogène vert. Et je suis convaincu de pouvoir réussir ce programme parce que depuis 15 ans que je parle d'hydrogène, les gens me prenaient pour un fou, mais maintenant le monde entier est en train de parler d'hydrogène, aller vers la transition énergétique, et nous sommes les plus avancés, et pour une fois nous avons un avantage comparatif inégalé, et nous avons une maîtrise de la connaissance de ce domaine. Donc essayons de nous baser sur ça pour permettre au Mali vraiment de mettre les pieds dans l'étrier pour le développement durable de ce pays. Avant de passer à un autre sujet, j'aimerais bien avoir la réaction d'Alexis là-dessus. Est-ce que ça ne fait pas un peu moulin avant ça? Non, mais... Est-ce qu'il n'est pas en train de nous bluffer? Non, alors, ce que ça donne, c'est un peu l'autre pan de la perception et de l'image que les populations ont souvent de ces indépendants, de ces riches, qui ont souvent un discours un cran au-dessus de ce qu'on comprend. Voilà. Oui, donc souvent on les prend pour des gens, bon, il n'est pas... Bon, il n'est pas dans le prix du condiment du quotidien. Il parle de la lune pendant que moi je veux juste manger. Je pense que ça, c'est une des difficultés. Bon, souvent, d'ailleurs, on m'a toujours reproché des choses comme ça. Parce que quand j'ai commencé mes affaires au Mali, j'étais dans le rachat des dettes des pays africains. C'était la seule compagnie qui avait, en 1989-90, qui rachetait la dette des pays africains. J'allais toutes les années, chaque année, j'allais dans les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Je rencontrais des ministres des finances de beaucoup de pays. Il y a des ministres qui me demandaient comment on peut acheter la dette d'un pays, comment on peut acheter la dette d'un pays. Alors que moi, j'avais un portefeuille qui était
plein de dettes de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou du Mali. Donc voilà, quand tu es un peu en avance sur les gens, ils pensent que tu les bluffes, mais quand le résultat est là, c'est du concret, c'est palpable, donc on est obligé d'y croire. Vous ne le dites pas, mais vous avez voulu, d'après mes informations, à un moment racheter la dette de la Russie aussi. La dette malienne due à la Russie. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, mais on a racheté la dette malienne due à l'Angleterre, c'était au temps de Moussa Traoré, donc on a acheté ça, et puis il y a eu le coup d'État en 91, mais après ils ont fait les paiements. On a acheté la dette du Cameroun, on a acheté la dette de la Côte d'Ivoire, donc on était les seuls sur le marché. Ça c'était avant même le fonds de désendettement de la Banque mondiale. Donc on a toujours été pionniers un peu dans notre domaine, mais les gens nous prennent pour un fou, mais bon, Galilée on l'a coupé la tête parce qu'il avait dit que la Terre était ronde, mais maintenant tout le monde sait qu'il avait raison. Alors comme les autres indépendants, vous voulez faire de la politique autrement. Comment lutter par exemple contre la corruption dans un pays comme le Mali? Moi, je pense déjà qu'on doit sortir de l'impunité. Pour lutter contre la corruption, donc il faut vraiment payer, il faut que les gens commencent à payer. L'impunité, tu ne peux pas avoir un contexte d'impunité et prétendre lutter contre la corruption. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut aussi bien payer nos fonctionnaires. Il faut bien les payer, il ne faut pas les laisser dans la tentation. Donc pour moi, non seulement on essaie de développer ce pays en revalorisant donc, nos fonctionnaires et les enseignants, et en plus, on va essayer de punir, de sanctionner ceux qui seront coupables de corruption. Donc c'est par les deux qu'on pourra réussir à terme à endiguer la corruption dans le pays. Autrement, ce n'est pas seulement par des sanctions. Il faut quand même que les gens aussi commencent à avoir l'approche un peu plus profonde pour ne pas avoir envie d'être tentés. Ça va suffire, tu penses? Vous pensez, Alexis, lutter contre la corruption? Oui, en fait, oui, d'une certaine manière, parce que on a deux sortes de personnes. Vous avez des gens qui travaillent, on ne peut pas travailler et être incapable de nourrir sa famille, incapable de payer les ordonnances de ses enfants. Ça pousse certains à la faute. Mais il y a d'autres, surtout chez nous, qui sont indécrottables, même si vous les mettez dans les greniers, ils vont chercher. Mais au moins ça peut endiguer et ça donne toute la légitimité au pouvoir pour sévir après. D'accord. Alors il y a le problème, c'est le problème de la jeunesse, M. Diallo. Ouais. Qu'on soit indépendant, politicien classique, il y a toujours des programmes pour la jeunesse. Vous ferez quoi pour la jeunesse? Bon, notre grande richesse déjà, pour moi, c'est la jeunesse de ce pays-là. Je vais souvent en Allemagne. Je suis très proche de beaucoup de ministres allemands. J'essaie de m'inspirer de leur système de formation duale où quand les jeunes sont à l'école, à l'entreprise, ils ont déjà un pied dans l'entreprise. L'autre jour, j'étais avec le ministre des Transports de Bavière. C'est là où le taux de chômage est le plus bas en Allemagne, parce qu'ils ont beaucoup d'États, ils ont 16 États en Allemagne. L'État de Bavière, c'est là où il y a Munich, où il y a, le taux de chômage est autour de 2%. Donc ça, c'est presque le plein emploi. Je leur ai demandé comment ils sont arrivés à ça. C'est leur système de formation duale qui permet aux jeunes d'avoir un pied à l'école et un pied dans l'entreprise. À tel enseigne que des jours où ils sortent, ils ont leur diplôme, quelques heures après, ils sont déjà confirmés. Bon, donc arrêtons de former les jeunes pour les mettre au chômage. L'inadéquation de la formation. Il y a une inadéquation, il faut vraiment résoudre cela. Et ça, il faut aussi revoir il faut revoir les salaires de nos enseignants. Parce qu'on ne peut pas avoir des enseignants qui sont sous-payés, comme vous l'avez dit tantôt, qui n'arrivent même pas à payer les ordonnances des enfants malades ou des femmes qui accouchent, et puis qui peuvent donner un enseignement de qualité. Donc il faut qu'on arrive à, même si on n'arrive pas au niveau de Corée, parce que dans la Corée c'est un pays quand même où l'enseignant gagne plus que le président de la République. La Corée du Sud. La Corée du Sud, bien évidemment. Voilà, en train de parler de Corée du Nord. Et ça, c'est important. Et notre jeunesse, qui est notre richesse, il faut qu'on se base là-dessus pour qu'elle soit formée pour l'emploi plutôt qu'elle soit formée pour le chômage. C'est convaincant, ça, Alexis? Oui, a priori, c'est vraiment convaincant et je pense que c'est même... Je suis un peu déçu de vous avoir invité parce que vous soutenez un peu M. Diallo. Mais non, en fait, non. C'est vrai, il a des... Vous pouvez essayer de me contrer, je me défendrai. Allez, vas-y, oui, non, oui, c'est vrai, on est dans un contexte où tout est prioritaire, où
Je pense que c'est un peu ça le danger. Ici, si vous parlez d'environnement, oui, il y a des défis. Vous parlez de jeunesse, d'emploi. Tout se décline en termes de défis. Alors, la difficulté peut être en ce moment de développer un discours captivant, un discours qui est en adéquation avec des cas réels ou sur lesquels on peut mettre des visages. Donc je pense que ça c'est le grand défi pour les politiques. Si vous perdez les élections, est-ce que vous allez rester dans le monde politique ou vous allez revenir carrément dans votre entreprise? Mais moi je suis un citoyen malien, j'ai décidé de m'engager en politique et je resterai dans le champ politique. D'accord, donc vous n'allez pas dire, bon monsieur, j'en ai fini, je reviens chez moi, non, pas question. Tant que le Mali n'aura pas retrouvé le chemin de la stabilité, de la sécurité, de la paix, du développement durable, je pense que j'aurai toujours un rôle à jouer pour aider ces pays à y arriver. Alors les politiciens ici, on les classe à gauche, à droite, vous, il faut vous classer comment? Notre parti, dans la devise du parti, donc c'est paix, prospérité, partage, mais dans l'idéologie du parti, nous sommes dans l'économie sociale de marché. Nous pensons que pour développer un pays, il faut passer par le marché. Et le marché a ses vertus qui a permis à tous les pays de se développer, même aujourd'hui les pays qui ont la réputation d'être des pays communistes, c'est par le marché qu'ils se développent. Mais nous sommes majoritairement musulmans ou croyants dans ce pays, donc on a un cœur social, donc il faut être aussi présent auprès de nos frères et sœurs pour réduire leur pauvreté et leur misère. Donc nous sommes dans l'économie sociale de marché, mais au-delà de tout ça, moi, j'ai dit c'est préserver l'intégrité territoriale, lutter contre l'économie criminelle, lutter contre l'insécurité, ça c'est très important. Et pour cela, nous sommes prêts à nous allier avec tout ce qui peut nous permettre d'arriver à ces résultats et tous ceux qui ont la même vision que nous, comment lutter contre le terrorisme, comment lutter contre l'économie criminelle, comment développer nos pays et comment permettre à nos jeunes d'être des employés efficaces et productifs, donc qui est in fine la solution au développement de l'économie criminelle. Donc c'est comme ça que nous envisageons de développer ces pays et je pense qu'on est bien parti pour le faire parce que même à travers la fondation, on a quand même réussi à créer plus de 3000 emplois. Mais comme il dit souvent que sur les plateaux on dit des chiffres non vérifiables, je vous invite sur les différents sentiers où la Fondation est présente pour que vous voyez les emplois directs et indirects qui ont été créés par la Fondation. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la transition aujourd'hui? Pour moi, la transition est là, donc nous devons l'accompagner pour qu'elle réussisse, que ça ne soit pas un échec. Parce que l'échec de la transition, ça va poser un problème pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, parce que comme une transition n'est que transitoire, donc ça ne peut pas durer plus qu'une transition. Donc il faut tôt ou tard arriver à un retour sur l'ordre constitutionnel. Donc il faut que nous accompagnions la transition pour que nous puissions arriver à ces retours rapides à l'ordre constitutionnel. En tout cas. Alors, généralement, il y a un ancien chef d'État qui était d'ailleurs un ancien chef d'État malien qui était votre ami. Vous êtes fâchés, vous êtes réconciliés, Ibeka, je veux dire, sur la pandémie. Il a sorti ce qui pour moi était la phrase la plus frappante. Il a dit, parlant du coronavirus, il a dit la pandémie qui arrête la marche du monde. Et aujourd'hui, au lieu de parler de coronavirus au Mali, certains parlent de colonel à virus. Vous en pensez quoi? Bon, comme je l'ai dit au début de mon intervention, nous sommes tous des Maliens, qu'on soit entrepreneurs, enseignants, religieux ou militaires. Nous sommes tous des Maliens. Et surtout dans le contexte actuel du Mali, où il y a l'instabilité, l'insécurité, le terrorisme. Donc on a besoin de tous les enfants de ce pays. Donc pour moi, nous sommes en transition. Tout ce qui est en train de se passer, je le mets dans le cadre transitoire. Donc je ne vais pas critiquer ça. Et, à la fin de la transition, quand il y aura le retour à l'ordre constitutionnel, mais en ce moment, on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'ils font le job, les militaires?
Bon, moi, tout le monde, ils sont censés faire le job, donc c'est pour ça qu'ils ont été appelés. Donc ceux qui les ont nommés, je pense qu'ils pensent qu'ils ont les compétences pour ça, donc je ne fais pas partie de ceux qui nomment, donc je ne peux pas apprécier. Oui, mais la Vox Populi, vous avez besoin de la Vox Populi, vous avez besoin des électeurs, et quand on écoute les électeurs, ils contestent quand même un peu, certains contestent les militaires. Bon, il y a certains gouverneurs qui sont en train de faire de très beau travail dans les régions, donc dans des régions très difficiles, c'est aussi des militaires. Donc il faut le reconnaître cela. Donc moi je ne suis pas négationniste, donc je ne suis pas dans la négation, je ne suis pas dans la critique. Je pense qu'on doit s'accompagner. Les pays traversent une période difficile. Il faut qu'on comprenne les difficultés auxquelles les uns et les autres sont confrontés et puis essayer d'aller vers un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Alexis, oui, si tu me permets la question. Oui. Est-ce qu'il n'est pas un peu frustré quand même parce que, troisième, j'ai dit, la présidentielle, c'est un homme et son peuple. Donc, au moins, malgré tout, il a dit troisième. Et si on regarde le champ politique maintenant, il est le premier. Et le premier? Oui. Soumela Cissé paix à son âme. Ibeka n'est pas là, donc normalement... ça ne se passe pas comme ça en politique. Oui, non. Il faut qu'il y ait de nouvelles élections. Oui, mais en entendant, au vu des résultats que nous avons, c'est lui. Est-ce qu'il s'attendait à ce qu'on lui fasse plus de place, plus d'ouverture, ou voilà? Ça, c'est bien ce que tu dis. Je vais enchaîner peut-être. Je ne l'ai pas demandé. La faiblesse des indépendants, c'est que vous n'êtes pas représentés dans toutes les structures. Si vous prenez par exemple, je sais que le Premier ministre est en train de consulter pour former un nouveau gouvernement. Je sais que vous êtes invité à vous participer au débat, mais vous n'êtes pas dans un bloc, c'est-à-dire on ne peut pas vous classer au sein de la majorité, au sein de l'opposition. Si on doit créer par exemple une CENI, il n'y a pas de place quasiment pour les indépendants. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse d'être candidat indépendant, Monsieur Diallo? Moi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, qui est opposition et qui est majorité au Mali? Si, il y a une petite opposition et une petite majorité. et le reste du peuple, c'est la grande majorité. Oui. Voilà. Moi, je suis là pour le Mali. Je soutiens toutes les actions qui peuvent nous permettre d'arriver au retour de l'ordre constitutionnel, mais je ne suis pas dans la critique, comme je vous l'ai dit. Donc, franchement, moi je pense que le Mali va bientôt retrouver l'ordre constitutionnel et que notre parti aura un rôle à jouer. Nous sommes un grand parti aujourd'hui, nous sommes incontournables dans la gestion démocratique de ces pays. On nous a fait appel, donc on va répondre, on verra bien comment ça va se passer. On va prendre deux questions. Et puis, oui, madame là-bas. Oui. C'est vrai qu'on pose souvent cette question aux candidats politiques, mais plutôt dans les pays limitrophes ou dans l'Hexagone. On leur demande souvent, quand ils seront présidents, quel sera le premier acte qu'ils vont poser. Et moi, j'aimerais savoir, vous, en tant que candidat indépendant, quel sera le premier acte que vous allez poser une fois que vous deviendrez président du Mali. Monsieur le Président, c'est Mali aspire à la nouvelle indépendance. Pensez-vous être le candidat de la nouvelle indépendance à laquelle vous voulez le Mali? La nouvelle indépendance, pour vous, c'est quoi, monsieur? La nouvelle indépendance, pour le Mali veut redémarrer. Parce que tout ce qui est fait là, nous sommes dans un carcan. Et aujourd'hui, on veut être indépendant. Et je veux demander à M. Diallo s'il aspire à la nouvelle indépendance du Mali, un disciple de la nouvelle indépendance du Mali. Bon, je suis même le maître de la théorie de la nouvelle indépendance parce que c'était mon slogan de campagne en 2018, la nouvelle indépendance. Ça voulait dire quoi, M. Diallo? Vous savez, donc, sur le plan économique, je trouve qu'on n'est pas très indépendant sur le plan économique. Parce que nous dépendons encore de beaucoup d'aides extérieures, alors que nous avons le potentiel pour créer de la richesse, de la valeur ajoutée, et même pour donner de l'aide à nos voisins. Donc je me dis, il est temps maintenant que le Mali, par ses ressources naturelles, puisse être un pays vraiment indépendant sur le plan économique. Okay. Alors, une autre question. Juste une dernière question. Monsieur. Moi, je me nomme Koné Youssouf. J'ai une question pour M. Diallo. M. Diallo, je crois que vous êtes candidat aux élections présidentielles à venir. Pardon, vous êtes de l'association Oui.
malienne, la veille citoyenne. Okay. Monsieur Diallo, vous avez dit qu'en 2012, il y a eu 3 villes qui ont été occupées par les groupes terroristes, c'est-à-dire Kidal, Tombouctou et Gao. Oui. Ma question est que, une fois remporté les élections présidentielles, quelle solution avez-vous pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité au Mali? Pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité, il faut aller sur plusieurs tableaux. En tout cas, le tableau économique pour moi est très important. Donc, essayer déjà d'arrêter l'économie criminelle qui est la source de financement de toutes ces activités terroristes et ces activités très dangereuses au nord et criminelles. Donc, on a un plan qui permet de lutter contre l'économie criminelle pour permettre aux communautés qui vivent de l'économie criminelle d'avoir beaucoup plus d'argent légalement au lieu de continuer de gagner illégalement de l'argent dans l'économie criminelle en se cachant comme des rats dans des égouts. Donc, et ça, c'est très important parce que sans cet espoir d'en finir avec des gains illégaux, ils resteront toujours dans l'économie criminelle. Bien sûr, il faut également équiper notre armée pour qu'elle soit à la hauteur, parce qu'on est aidé aujourd'hui par des amis étrangers et une présence étrangère n'est pas censée durer ad vitam aeternam. Il faut un jour que ça s'arrête. Donc il faut qu'on prépare notre armée pour qu'elle puisse prendre la relève et pour qu'elle puisse préserver l'intégrité territoriale à l'intérieur du pays partout. Une question, monsieur. Merci. Moi, c'est le président Mamadou, président du mouvement Tous pour le Mali, MTN Fosogo. Merci pour l'invitation. En fait, je voulais poser une question à M. Diallo. Comme vous le savez, aujourd'hui, on vous a écouté avec intérêt, mais dites-nous quel est votre niveau d'adresse au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous, un pays qui doit se développer, un pays en voie de sous-développement, doit avoir un bon carnet d'adresse. Comme vous venez de nous dire dans votre échange, vous avez parlé de la dette que vous avez faite. Nous, le problème du Mali, c'est sécuritaire, mais plutôt économique. Quel est peut-être votre carnet d'adresse ou votre solution au niveau international? Je vous remercie. Voilà. Donc on a des projets qui peuvent permettre à ces pays de lever suffisamment d'argent sur les marchés financiers internationaux sans passer par un endettement infernal, qui est une charge très lourde pour les générations futures. Et j'ai prouvé que je pouvais le faire au niveau de mes entreprises. Et pourtant, le potentiel de mes entreprises, c'est minime par rapport au potentiel que représente tout le Mali avec ses 1 240 000 km². Donc moi, je suis persuadé qu'avec notre programme, on pourra lever énormément de financement par des private equity, en faisant des travaux de BOT sans endetter lourdement l'État du Mali, parce que le potentiel est là pour rembourser. Donc il suffit de les valoriser et de les développer. Voilà, c'est la fin de ce panel. Ils sont indépendants, sont des candidats indépendants, ils font de la politique. Pourquoi ils rentrent dans le marigot politique? Qu'est-ce qu'ils proposent au peuple? Pourquoi sont-ils différents des politiciens traditionnels? J'avais le plaisir de recevoir là M. Diallo, qui ancien candidat à la présidentielle. Il est arrivé 3e sur 24. Je l'ai dit 4e, mais tu m'as rectifié. Il va être probablement dans la course l'année prochaine. On verra bien. Et puis Alexis Calambri, un ami qui est journaliste comme moi, directeur de Mali Tribune, et qui a travaillé et qui continue à travailler sur les candidats indépendants. Il ne fait pas que ça. Voilà. Je vous remercie tous. Merci bien. Merci, et à bientôt. Merci. Merci. Merci.